Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Ça fait des décennies, même plus. Il y a des chansons sur la coco dans les années 20, dans les années 30. Tout ça n'est pas neuf, mais ça a pris une dimension absolument mais énorme. Et on va en parler avec Pierre-Marie Sève, le directeur de l'Institut pour la justice. Bonjour Pierre-Marie Sève. Bonjour André Berkoff. Alors, vous avez écrit un article là, tout récemment dans le Figaro, et puis vous en parlez, et vous dites ceci. Vous dites la cocaïne passant au seul port d'Anvers en Belgique, générerait 50 milliards d'euros, soit l'équivalent de 10% du PIB belge. C'est hallucinant ça. Oui, absolument. Vous l'avez dit un petit peu dans votre introduction, la cocaïne, dans l'imaginaire collectif, ce sont les années 70-80 à Miami, et puis ça s'arrête là. Et en fait, les saisies dans le port d'Anvers, là en 2022, ont encore battu un record historique, sans précédent. Et tout ça marque un petit peu une évolution, c'est-à-dire que pendant longtemps, les États-Unis étaient le premier marché mondial de cocaïne. Aujourd'hui, en 2022-2023, ce sera certainement l'Europe, pour la première fois dans l'histoire. Ah oui, pour la première fois, oui. Absolument. C'est vraiment tout nouveau, et Anvers est un petit peu le symbole de tout ça, puisque je vous ai dit, oui, 50 milliards d'euros, ce que j'écrivais dans ma tribune, c'est-à-dire 10% du PIB belge, c'est tout simplement hallucinant. Mais Anvers n'est qu'une des portes d'entrée, et il y en a beaucoup, beaucoup plus. Ça fait environ 10 ans que toutes les agences, et à commencer par l'OFAST, qui est l'agence française de lutte contre le trafic de stupéfiants, ça fait à peu près 10 ans que les signaux d'alarme sont un petit peu au rouge, et d'année en année, ça s'aggrave, et on attend vraiment, en tout cas moi en écrivant cette tribune, j'attendais vraiment... j'espère toujours obtenir une réaction des pouvoirs publics pour lutter contre ce problème qui s'annonce très, très, très dangereux. Alors, on va en parler après les informations. Restez avec nous. C'est passionnant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 50 milliards. Vous imaginez que pour la cocaïne uniquement, il y a tout le reste. On en parle tout de suite après les informations avec Pierre-Marie Sève. Restez bien avec nous pour cet entretien avec Pierre-Marie Sève sur comment le tsunami de cocaïne qui déferle sur l'Europe met en péril les démocraties et le face-à-face. Tout de suite après avec Xavier Moreau, historien, analyste politico-stratégique, directeur du site Stratpol. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. À tout de suite. Français, parle-t-on français? Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Et ça s'est passé ce matin. L'intersyndicale est venue dire à Elisabeth Born to be alive, eh ben voilà, on t'a vu, tu veux pas retirer la chose, eh ben on s'en va. Mais j'espère que Elisabeth Born tiendra le coup et qu'on n'entendra pas ses larmes, vraiment, parce que je voudrais que ça continue, tout ça. Mais c'est mal barré. Eh bien, Pierre-Marie, vous voyez, là, on n'était pas dans les gars de la narine, on n'était pas dans le savant cosinus, on n'était pas dans la bataille du rail. Pierre-Marie Sève, c'est assez terrifiant. On a envie de ricaner, mais franchement, vous donnez des chiffres, Pierre-Marie Sève. En France, en 2000, il y a 22 ans, consommatrice régulière de cocaïne, la population, 0,3%. Aujourd'hui, 1,6% de la population française, on est passé en plus de 20 ans de 0,3 à 1,6. Et alors, ça induit beaucoup de choses, parce qu'il y a d'abord l'insécurité, ce qui se passe, et puis la corruption aussi, Pierre-Marie Sève. Pierre-Marie Sève, vous êtes avec nous? Vous ne nous entendez pas, apparemment. Ah non? Je vous entends, c'est bon. Ça y est. Oui, c'est bon, je vous entends. Oui, alors des affaires de corruption, on en entend assez régulièrement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2018, on avait une affaire de corruption d'un docker du Havre, par exemple. Oui. En fait, les dockers sont absolument indispensables dans le bon fonctionnement des transports de cocaïne, puisque l'essentiel de la cocaïne se transporte par la mer, par les bateaux. Les containers, les fameux containers.
Exactement. Ouais. On a aussi un autre problème qui est d'ailleurs très spécifiquement français, qui est le transport par voie aérienne. Ce sont les mules, dont on a tous entendu parler dans les films, mais qui aujourd'hui, les plus de mules au monde, pratiquement, ou en tout cas en Europe, sont à Orly. Elles passent par la Guyane et ce sont des jeunes Guyanaises ou des jeunes Guyanais qui transportent de la cocaïne sur eux. Mais donc je disais, il y a la corruption des dockers qui est un point important, mais il y a des corruptions beaucoup, beaucoup plus graves. Je prends un seul exemple. Il y a 1 ou 2 ans, le chef de la police du port d'Anvers. Donc le port d'Anvers, il faut bien comprendre que c'est le lieu de transit majeur de la cocaïne en Europe. En Europe, d'accord. Alors, c'est pas le seul. Il y a aussi Rotterdam, bien sûr. Il y a Le Havre, il y en a d'autres. Mais Anvers est vraiment le premier et le plus emblématique. Alors, et le chef le chef de la police du port d'Anvers a été arrêté pour corruption par la police fédérale belge. Le chef de la police du port d'Anvers, carrément. Exactement. La haute autorité, Oui, un policier fédéral belge a lui aussi été attrapé en flagrant délit. Là, ce sont les dockers qui l'ont dénoncé. Mais il a été attrapé en flagrant délit. Il leur a offert 1 million d'euros pour qu'il puisse ouvrir, ce policier belge, pour qu'il puisse ouvrir un container. Donc, évidemment, le faire passer dans du trafic ensuite derrière. Donc, la corruption, c'est un danger. Là, on parle de dockers, on parle ensuite de chef de la police. Ça peut monter beaucoup plus haut. Je rappelle par exemple qu'un des vrais narco-États qui existent sur Terre, qui est le Suriname, qui est un petit pays complètement gangréné par la cocaïne et par son transport, le Suriname, le président de la République du Suriname a été accusé, il est toujours accusé, il a plus ou moins fui, mais il a été accusé pendant longtemps d'être un des trafiquants de cocaïne les plus importants au monde. Donc ça peut monter vraiment très haut dans l'appareil d'État. Alors justement, Pierre Maillet, vous dites, le directeur du Centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants, SOERTOP, interrogé par Le Point, disait ceci: de plus en plus de membres des autorités judiciaires et politiques sont corrompus en Europe occidentale, chez nous donc. La cocaïne génère tellement d'argent qu'elle représente une menace pour la démocratie européenne. Est-ce que c'est pas exagéré? Il y a vraiment, aujourd'hui, on est gangrené à ce point? Oui, je pense qu'il faut le dire et je pense que la plupart des gens ne réalisent pas. En fait, ce qui se passe actuellement aux Pays-Bas et en Belgique est extrêmement inquiétant. Il y a des journalistes qui ont été menacés. Il y a le plus grand journal néerlandais, qui est l'équivalent du Figaro ou du Monde aux Pays-Bas, qui a été incendié par des membres de la Mokromafia, qui est la mafia marocaine originaire du Rif, les plateaux du Rif, qui sont les plus grands trafiquants de drogue en gros en Europe. Et ils ont balancé une voiture bélier piégée sur les locaux du journal. Donc là, vous imaginez, c'est quand même, c'est-à-dire les journalistes ne peuvent plus faire leur travail. Il y a la fille du roi des Pays-Bas qui a été menacée de mort, menacée d'enlèvement par les mêmes Mokromafia, donc les trafiquants néerlandais. Aujourd'hui, alors qu'elle vivait à Amsterdam, elle est étudiante, aujourd'hui elle vit cloîtrée dans le Palais Royal. Mais il y a aussi des gens qui meurent un petit peu presque par hasard, c'est terrible, mais moi je me souviens très bien avoir vu une affaire aux Pays-Bas aussi, dans un parking, un règlement de compte entre trafiquants, et c'est un couple avec son bébé qui est pris en plein milieu, qui est pris pour la cible en question, et il y a le mari, je crois, qui est mort. Enfin bref, et puis ça c'est encore un petit état des lieux, mais si on en arrive au Mexique où on a des centaines de milliers de morts par an, ça va être une autre chanson. Et je rajoute un autre petit élément. Vous vous souvenez peut-être aussi, cette affaire de Chanteloup-les-Vignes en Seine-Maritime. C'est une mère PS qui a été mise en examen, qui est aujourd'hui mise en examen avec un de ses adjoints pour trafic de cocaïne, trafic de drogue, pour avoir prévenu des dealers de la. Et ce qui est terrible, c'est qu'à la fois, vous dites, il y a la corruption, il y a l'explosion du trafic, mais il y a aussi l'explosion des consommateurs. On vient de donner les chiffres. Et ça, juste, on ne va pas faire de psychologie facile, mais ça tient à quoi, cette explosion des consommateurs, à votre avis, Pierre Maillet? Alors, ça tient aussi à l'explosion de l'offre de cocaïne. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, en gros, les 3 pays producteurs de cocaïne, que sont la Colombie, le Pérou et la Bolivie, ont doublé leur production de cocaïne. Donc, ils en ont énormément. Dans le même temps, on a le marché américain qui est saturé. Donc, on a une stagnation du marché de la cocaïne aux États-Unis, une très légère augmentation depuis 10 ans, mais on est plus ou moins saturé à cause des opioïdes. Les États-Unis, vous le savez probablement, font face à une épidémie
gravissime, voilà, d'opioïdes, de fentanyl plus précisément maintenant. Et donc, on a beaucoup plus de cocaïne qui est disponible en Europe. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour les consommateurs d'y arriver. Mais vous avez raison, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites du côté des consommateurs. C'est évidemment plus de sensibilisation dans les écoles, etc. Bon, ça, évidemment, on le sait et c'est nécessaire. Et puis un peu de sanctions, peut-être quelques sanctions un peu. Exactement. Un peu plus fortes. La peur du bâton, hein. La peur du gendarme, c'est le cas de le dire. C'est ça, exactement, pour les trafiquants comme pour les consommateurs. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les trafiquants, puisqu'en fait ce sont les Colombiens en gros, hein, je vous résume ça très gros, les Colombiens qui produisent, les Mexicains qui transportent. Les cartels mexicains se sont rendus compte qu'aux États-Unis, les sanctions judiciaires étaient très très lourdes, très très fortes. C'est pas toujours exécuté, mais les États-Unis n'y vont pas de main morte dans la lutte contre le trafic. Donc on choisit l'Europe et on va vers l'Europe. Parce que l'Europe est beaucoup moins sévère que les États-Unis, c'est beaucoup plus facile, il y a beaucoup moins de risques, et puis tout ça est un calcul de coût-bénéfice qui est positif pour eux.